reprendre la deuxième partie de la présentation de CRPC et on commence avec le professeur Sofiane Mandifala pour nous présenter les traitements adjuvants des patientes et le traitement des patientes métastatiques d'emblée. Merci beaucoup, Lobna. Donc, j'ai abordé avec vous le texte qui s'intitule « Traitement adjuvant et patientes métastatiques d'emblée ». Ce travail a été réalisé conjointement avec le docteur Laurence Gladieff et l'ensemble du groupe de travail que je remercie à la fois pour leur bonne humeur et pour leur sagacité. Pico 236, chez une femme ayant un cancer du col ayant bénéficié d'une radiochimiothérapie concomitante et d'une curithérapie, est-ce que la réalisation d'une chimiothérapie adjuvante systématique en comparaison à l'absence de celle-ci permettait-elle d'améliorer le pronostic? Le rationnel pour répondre à cette question, dont il n'existe pas de recommandation dans l'immédiat, c'est de dire que les principales études sur le sujet étaient particulièrement hétérogènes et contradictoires et que l'évaluation de la chimiothérapie, notamment par celle de platine et paclitaxel avec radiochimiothérapie suivie d'une curithérapie pour une population non sélectionnée de patientes, n'était pas du tout concordant. Deuxième pico, chez une patiente ayant un cancer du col localement avancé, ayant bénéficié d'une radiochimiothérapie concomitante, dont le contrôle local de la maladie est incomplet, et ayant bénéficié d'une chirurgie de clôture, est-ce que la réalisation d'une chimiothérapie adjuvante, en comparaison à l'absence de celle-ci, permettait-elle d'améliorer le pronostic? Et pour faire simple, cette question n'a pas de données de la littérature qui lui permet de trouver une réponse et il n'existe pas de recommandation sur le sujet. Troisième pico, chez une patiente qui a un cancer du col localement avancé, qui a également bénéficié d'une radiochimiothérapie concomitante et d'une curithérapie avec une chirurgie de rattrapage, est-ce que la réalisation d'un traitement par BEVA par rapport à l'absence de celui-ci permettait-elle d'améliorer le pronostic? Et ce pico a été traité avec un second pico qui était celui de, en cas de cancer du col non contrôlé avec un traitement initial, par le traitement initial, est-ce que la réalisation d'un traitement par BEVA en comparaison à la chimiothérapie permettait-elle d'améliorer le pronostic? Et pour ce faire, la conclusion est relativement simple, il n'existe pas de recommandation et les données de la littérature étaient très faibles et très limitées et il était difficile de répondre à cette question, notamment dans la situation d'association du BEVA avec une chimiothérapie adjuvante ou après chirurgie de clôture. Pour le quatrième pico, d'une patiente avec un cancer du col de l'utérus en carcinose péritonéale et qui a bénéficié en première intention d'une chimiothérapie et qui a permis d'obtenir une régression de la carcinose, est-ce qu'il existait un intérêt à une radiochimiothérapie concomitante adjuvante par rapport à la chimiothérapie seule? Et les conclusions sont relativement similaires. Les données de la littérature ne permettent pas d'apporter de réponse, donc aucune recommandation ne peut être émise. Cinquième pico, chez une patiente ayant un cancer du col de l'utérus métastatique, d'emblée, est-ce qu'il existait un délai de mise en route du traitement de 6 à 8 semaines par rapport à une prise en charge plus longue pour modifier le pronostic de la patiente? Et pour ce pico, le bon sens prime, et en pratique, si on se réfère aux données de la littérature, il est difficile de faire ressortir un délai notamment minimal pour pouvoir envisager la prise en charge. Donc on est sur le délai le plus rapide et donc aucune recommandation ne peut être émise. Pour le dernier pico, qui était celui de chez une patiente avec un cancer du col de l'utérus, d'emblée métastatique, est-ce que la réalisation d'une chimiothérapie à base de sel de platine associée à une immunothérapie, plus ou moins du BEVA, par rapport à une chimiothérapie seule, améliorait-elle le pronostic? Et pour ce faire, nous avons à notre disposition des données qui ont permis d'évaluer à la fois le rôle de la chimiothérapie, le rôle du BEVA et l'apport de l'immunothérapie. Et en combinaison avec une chimiothérapie seule, il a été possible de montrer qu'il existait une sélection d'un certain groupe de malades qui pouvaient bénéficier d'une prise en charge, notamment par immunothérapie. Et cette sélection devait dépendre à la fois du score de CPS, de l'état général des malades et de la comorbidité. Ces données sont issues d'un essai, le Keynote 826, il a été publié très récemment et nous permettent de conclure les deux recommandations suivantes. Chez une patiente ayant un cancer du col de l'utérus d'emblée métastatique avec un score CPS supérieur à 1, qu'il était recommandé de réaliser une chimiothérapie à base de sel de platine associée à une immunothérapie, plus ou moins l'association avec du BEVA. La deuxième recommandation directement issue de ce travail, c'est que chez une patiente avec un cancer du col d'emblée métastatique, dont le score CPS était inférieur à 1, ou qui présentait un certain nombre de contre-indications ou de comorbidités, et notamment en rapport avec l'introduction de l'immunothérapie, dans ce cas, il était recommandé de réaliser une chimiothérapie à base de sel de platine, pouvant ou non associer du BEVA, selon le contexte. Enfin, chez une patiente ayant un cancer du col de l'utérus métastatique
à site unique, est-ce que le rôle de l'exérèse chirurgicale de la métastase associée à un traitement loco-régional de son cancer par rapport à une chimiothérapie exclusive à base de sel de platine améliorait-elle le pronostic? Et en l'absence de données, nous n'avons pu émettre de recommandations. Merci pour votre attention. Merci Sofiane. On va maintenant passer à la question de la préservation de la fertilité. J'appelle François Marguerite qui va nous traiter ce sujet. Je remercie les organisateurs de CRPC de m'avoir convié à ce travail et je remercie aussi le travail des autres collègues qui ont participé pour la préservation de la fertilité. Donc d'emblée, pour les cancers du col de stade 1A1 à 1A2 sans embole, est-ce que la réalisation d'une trachélectomie simple par rapport à une conisation en marge saine permet-elle une amélioration du pronostic? La revue de la littérature nous permet de voir qu'il y a exactement le même impact en termes de pronostic, qu'il soit oncologique ou obstétrical, et que concernant le pronostic obstétrical, on obtient 65% de grossesse. Ce taux, il est semblable et il est supérieur à celui de la trachélectomie élargie. Cependant, comme la morbidité est moins importante pour la conisation, chez une femme qui a un cancer du col de stade 1A1 à 1A2 de type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome sans embole, puisque ce sont les deux types histologiques qui sont retrouvés très majoritairement dans les études, une conisation en marge saine plutôt qu'une trachélectomie pour le traitement conservateur de la fertilité est recommandée. C'est une recommandation faible avec une qualité de preuve basse. Même question avec les stades 1A1 et 1A2, mais avec la présence d'embole. Donc, de la même façon, on retrouve le même impact en termes de pronostic, qui soit oncologique et obstétrical. Mais surtout, les stades 1A1 sont bien mieux documentés que les stades 1A2, et pareil, toujours une morbidité moins importante pour la conisation. Ce qui fait que pour les femmes qui présentaient un cancer du col de stade 1A1, type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome avec embole, il est recommandé de réaliser une conisation en marge saine plutôt qu'une trachélectomie pour le traitement conservateur de la fertilité, recommandation faible avec une qualité de preuve basse. Cependant, pas de recommandation pour les stades 1 à 2 avec embole. Concernant le stade 1B1, sans embole, cette fois-ci, la comparaison se faisait de la trachélectomie élargie par rapport à la trachélectomie simple. Est-ce qu'elle permettait une amélioration du pronostic? Et la synthèse de la littérature nous permet de voir qu'il y a le même impact en termes de pronostic oncologique, qu'on soit sur une trachélectomie simple ou élargie, malgré le fait que la trachélectomie radicale semble donner de moins bons résultats obstétricaux. La recommandation est donc de maintenir la trachélectomie élargie dans le cadre d'un carcinome épidermoïde stade 1B1 ou adénocarcinome sans embole pour le traitement conservateur de la fertilité, mais de proposer la trachélectomie simple comme une option. Recommandation faible et qualité de preuve basse. Et lorsqu'une trachélectomie simple est proposée pour le traitement d'un cancer du col 1B1 de type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome, il est recommandé de privilégier la voie vaginale, qui est la voie qui permet le meilleur pronostic obstétrical. Recommandation faible et qualité de preuve basse. Même question, mais cette fois-ci pour les stades 1B1 avec embole. Donc sur cette question, la synthèse de la littérature nous montre que les données sont plutôt assez pauvres et hétérogènes, avec des taux de récidive qui varient entre 3 et 7%, malgré le fait que finalement, il ne semble pas qu'il y ait de différence en termes de récidive, même si les effectifs semblent assez petits. Donc dans cette catégorie-là, pas de recommandations ont pu être émises. Concernant la place du cerclage, est-ce que lorsque la trachélectomie est indiquée, la réalisation d'un cerclage systématique par rapport à l'absence de cerclage permet d'améliorer le pronostic obstétrical? Là, il n'y a aucune donnée dans la littérature, donc absence de recommandation. Concernant la chimiothérapie néoadjuvante, chez une femme qui avait un cancer du col dont les caractéristiques initiales ne permettent pas d'indiquer un traitement conservateur de la fertilité, est-ce que la réalisation de cette chimiothérapie par rapport à l'absence de celle-ci permet-elle de préserver la fertilité sans modifier le pronostic? La synthèse de la littérature nous montre que finalement, cette technique de chimiothérapie néoadjuvante permet de préserver la fertilité, mais au risque d'une possible dégradation des chances de survie lorsqu'elle est opposée au traitement radical. Donc la recommandation est que chez une femme qui a un cancer du col dont les caractéristiques initiales ne permettent pas d'indiquer un traitement conservateur de la fertilité, il est recommandé de ne pas proposer de chimiothérapie néoadjuvante dans ce but de permettre la préservation de fertilité. C'est une recommandation faible avec une qualité de preuve modérée. Concernant la transposition ovarienne, chez les femmes qui doivent bénéficier d'une radiochimiothérapie concomitante, est-ce que la transposition ovarienne laparoscopique
par rapport à son absence, permet de préserver la fonction hormonale. On sait que la transposition ovarienne laparoscopique permet la préservation de cette fonction endocrine dans 2/3 des cas, mais elle doit être mise en balance avec le risque de métastase ovarienne, tout en sachant que ce risque de métastase ovarienne, il est plus important dans le cas des adénocarcinomes et des patientes qui ont un stade 3C2. Donc on doit le mettre en balance avec le THS qui permet finalement de contourner ce risque de métastase et de contourner justement le risque de récidive. Donc j'ai passé un peu trop vite. Voilà, donc chez les femmes qui avaient un cancer du col de l'utérus qui doivent bénéficier d'une radiochimiothérapie concomitante, il est recommandé de ne pas réaliser de transposition ovarienne laparoscopique dans le cas des adénocarcinomes et ou d'une atteinte ganglionnaire lombo-aortique, donc des stades 3C2. Et enfin, concernant l'hystérectomie complémentaire chez une femme qui a bénéficié d'une trachélectomie première, est-ce que la réalisation de l'hystérectomie complémentaire après finalisation du projet obstétrical par rapport à l'absence d'hystérectomie, est-ce qu'elle permet d'améliorer le pronostic? Donc ici, on parle éventuellement de cette fameuse hystérectomie de clôture après trachélectomie. La synthèse de la littérature ne nous permet pas d'avoir de données prospectives. Cependant, sur les données rétrospectives, on a un bon pronostic de survie après trachélectomie lorsqu'il est opposé au traitement radical. Et il faut l'opposer à la morbidité du geste chirurgical de restadification avec la réalisation d'une hystérectomie élargie dans un territoire qui est déjà disséqué. Donc la recommandation est que chez une femme qui a déjà bénéficié d'une trachélectomie pour un cancer du col, il est recommandé de ne pas réaliser une hystérectomie complémentaire systématique après finalisation du projet obstétrical. C'est une recommandation forte avec une qualité de preuve basse. Donc en conclusion, concernant les stades 1A1 et 1A2, conisation en marge saine si les emboles sont négatifs. Pour les stades 1B1, trachélectomie élargie en marge saine avec une option pour la trachélectomie simple par voie vaginale. Concernant les patientes qui présentent un stade 1A1 avec des emboles, la conisation en marge saine est possible. Pour tous les autres stades 1A2 et 1B1 avec embole, pas de recommandation. Pour le cerclage, pas de recommandation possible. La chimiothérapie néoadjuvante, il est recommandé de ne pas la proposer dans le cadre de la conservation de la fertilité. Concernant la transposition ovarienne, celle-ci n'est pas recommandée pour les adénocarcinomes et les 3C2. Et enfin, pour la chirurgie de clôture en cas de trachélectomie première, celle-ci n'est pas recommandée. Je vous remercie. Nous allons appeler maintenant Jean-Luc Brun qui va faire 2 présentations. La première, c'est l'estimation de la réponse thérapeutique à la place du professeur Isabelle Thomasin qui n'a pu se joindre à nous. Et la deuxième, c'est la surveillance post-thérapeutique. Merci, et puis je profite de l'occasion pour vous remercier, là, tous les trois, ainsi que votre président de l'encadrement, sans faille que vous faites depuis plusieurs mois pour pouvoir nous permettre de réaliser ces recommandations difficiles. On repart. Donc la première partie, c'est celle d'Isabelle Thomasin et de ses collègues qui avaient pour but d'estimer la réponse post-thérapeutique. Alors l'évaluation de la réponse thérapeutique après radiochimiothérapie concomitante est un enjeu majeur pour la prise en charge des patientes, avec une réponse qui doit considérer non seulement le site de la tumeur primitive, mais également les ganglions. Et donc dans cette question, l'IRM pelvienne systématique comparée à l'examen clinique seul permet-elle de mieux évaluer la réponse thérapeutique? Eh bien oui, il est recommandé de réaliser une IRM lombopelvienne avec des éléments importants que sont la réalisation des séquences fonctionnelles de diffusion et dynamique après injection de GADO, car la performance est supérieure à celle de l'examen clinique pour évaluer la maladie résiduelle. La réalisation d'une IRM pelvienne comparée à la TEP, cette fois, est-elle plus performante pour évaluer le reliquat tumoral cervical? Alors, dans la littérature, l'IRM et la TEP ont des performances similaires pour évaluer le reliquat tumoral avec des volumes tumoraux comparables en fin de traitement et un taux de réponse complète non significativement différent. La seule différence, c'est que la réponse tumorale va être visible de façon un peu plus précoce en TEP par rapport à l'IRM. Cependant, la recommandation est de réaliser au minimum une IRM lombopelvienne pour évaluer le reliquat tumoral, ça reste le gold standard, éventuellement complété par une TEP-TDM. L'autre question est une question de temporalité. La réalisation d'une IRM réalisée avant 6 semaines comparée à une IRM pelvienne réalisée plus tardivement après radiochimiothérapie concomitante est-elle plus
plus performante pour évaluer la réponse tumorale. Il est recommandé de réaliser une IRM pelvienne 3 semaines après le début du traitement par radiochimiothérapie concomitante, car cela va permettre de différencier les patientes répondeuses et non répondeuses en analysant notamment les variations du coefficient de diffusion sur les séquences dédiées. Les patientes répondeuses ayant une augmentation de plus de 50% du coefficient de diffusion de façon assez précoce par rapport aux patientes non répondeuses, augmentation inférieure à 20%. Voilà pour l'estimation de la réponse post-thérapeutique. Quand on se met après en situation de surveillance post-thérapeutique, on est plutôt pour rechercher des récidives. Donc l'objectif est d'améliorer la détection des récidives et on a aussi des questions avec l'outcome, améliorer le pronostic. Pour cela, vous avez 2 populations différentes, les femmes traitées par chirurgie exclusive et les femmes traitées par radiothérapie, et c'est souvent radiochimiothérapie concomitante. Dans la chirurgie exclusive, vous avez les 2 bras, le bras conservateur de l'utérus avec les trachélectomies et l'iconisation, et les femmes qui n'ont pas de traitement conservateur. Les interventions sont comparées à l'examen clinique avec des interventions de type biologique, test HPV, cytologie du fond vaginal, et des interventions de type imagerie, IRM, TEP ou association des 2. Alors on va conjuguer tout ça pour dire que finalement, chez les femmes ayant une chirurgie exclusive conservant l'utérus, c'est-à-dire celle qui a été traitée par trachélectomie et iconisation, il est recommandé de réaliser un test HPV dans le suivi, car la performance du test est supérieure à celle de l'examen clinique pour détecter les récidives. Et il en est de même pour le chapitre cytologie cervicale. Il est recommandé de réaliser un suivi par cytologie cervicale, car la performance est supérieure. Dans cette situation de traitement conservateur, vous avez des récidives qui sont la plupart du temps asymptomatiques, dans 80% des cas, et donc l'examen clinique est peu performant pour les diagnostiquer. En revanche, les examens biologiques, eux, sont performants. A l'inverse, chez les femmes qui ont un traitement non conservateur, et essentiellement celles donc, qui ont eu les hystérectomies simples ou élargies, il est recommandé de ne réaliser aucun suivi par des tests biologiques, c'est-à-dire pas de suivi par test HPV, pas de suivi par cytologie, parce que ces tests sont moins performants que l'examen clinique. Il faut savoir que dans cette situation, les récidives sont le plus souvent symptomatiques et donc peuvent être diagnostiquées par les examens cliniques. Dans les situations non conservateurs de l'utérus, chez les femmes ayant une hystérectomie, en l'absence de données de la littérature, il n'y a pas d'argument pour proposer une IRM pelvienne systématique dans le suivi pour améliorer le pronostic. Il en est de même pour l'association des 2. IRM et TEP, après hystérectomie, pas d'intérêt de façon systématique par rapport à l'examen clinique, seul chez les femmes ayant eu une hystérectomie. Sur la radiothérapie, on a des éléments qui nous montrent qu'il n'est pas recommandé de réaliser des tests biologiques de type test HPV du fond vaginal après radiochimiothérapie concomitante, ni de tests cytologiques systématiques du fond vaginal après radiochimiothérapie. Dans la littérature, on a eu quand même la surprise de s'apercevoir que le test HPV réalisé après radiochimiothérapie concomitante permettait de classer les femmes en 2 groupes, des groupes à haut risque de récidive en cas de test HPV restant positif et un groupe à bas risque de récidive en cas de clairance post-thérapeutique. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour proposer le test parce que la performance en termes de sensibilité et spécificité n'est pas si bonne. Qu'en est-il de l'imagerie ? Chez une femme traitée pour un cancer du col de l'utérus et n'ayant pas eu d'hystérectomie, en l'absence de données de la littérature, il n'y a pas d'argument pour proposer une IRM lombopelvienne systématique pour permettre d'améliorer le pronostic. Alors, il y a des études qui montrent l'intérêt d'une stratification du suivi de l'IRM en fonction des données de l'IRM initiale, post-thérapeutique et de la réponse, mais ce n'est pas suffisant pour la proposer de façon systématique. Et on a exactement la même chose avec la TEP-TDM. Il n'y a pas d'études dans la littérature évaluant l'impact sur le pronostic de la TEP-TDM systématique comparé à l'examen clinique. Et pourtant, de multiples études montrent de façon concordante les bonnes performances de la TEP pour la détection précoce des récidives locales ou métastatiques, surtout chez les femmes non symptomatiques. Cependant, le bénéfice en termes de survie, et c'est bien là l'outcome, était bien le pronostic, de la détection précoce de ces récidives n'est pas démontré à ce jour, d'où l'absence de recommandations dans ces situations compliquées. En revanche, on a des données de la littérature qui nous permettent de dire que dans les situations de cancer du col traitées par radiochimiothérapie concomitante, il n'y a pas eu d'hystérectomie, la combinaison du suivi par IRM lombopelvienne précoce et TEP-TDM
comparé à l'examen clinique seul, permettait de prédire et d'améliorer le pronostic. Et ces études considèrent à la fois les marqueurs de l'IRM tels que les volumes tumoraux, les expressions des séquences diffusion-perfusion, ainsi que l'état des ganglions, associés également aux données du TEP-TDM, bref, sur des analyses radiomiques. Il y a un intérêt à utiliser la combinaison des deux dans le suivi. Donc, conclusion, surveillance post-thérapeutique, il est recommandé de mettre en place un suivi régulier et rapproché les 5 premières années. On a tenté de savoir s'il y avait un rythme optimal à définir par rapport à ce que l'on fait déjà habituellement, c'est-à-dire tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 5 ans, etc. Ça n'a pas été possible. Et finalement, pour les tests que vous pouvez utiliser, vous voyez de façon très schématique, sur la chirurgie conservatrice, eh bien, il est utile d'utiliser la cytologie ou le test HPV, et je dirais même ou le test HPV, parce que pour comparer la performance des deux, il aurait fallu faire une étude comparative, elle n'a pas eu lieu, donc probablement que c'est un co-testing qu'il faut réaliser après trachélectomie ou conisation. Pour les hystérectomies, il est difficile de proposer quelque chose. Enfin, pour la radiothérapie, radiochimiothérapie concomitante, une IRM associée à une TEP est intéressante pour prédire le pronostic. Merci de votre attention. Prochaine, Abel. Pour la prise en charge des récidives, tu lances ? En fait, tout est sur le même normalement. Ah, d'accord. Non, pas Sofiane. On appelle pour la suite le docteur Abel Cordoba pour la prise en charge des récidives. Merci à nouveau et je voulais remercier notamment à Pauline Chauvet pour son énorme travail et on a partagé cette situation particulière de prise en charge des récidives qu'on va diviser en récidives des patients qui ont été traités initialement soit par chirurgie uniquement, soit par radiochimiothérapie concomitante et chimiothérapie. Donc, question 8.1. Si un patient a une récidive centropelvien d'un cancer du col traité initialement par chirurgie seule, les traitements par radiochimiothérapie concomitante complétés par une chimiothérapie par rapport à un autre traitement permet-il d'améliorer le pronostic? Comme synthèse, cette situation doit être discutée cas par cas en fonction de plusieurs facteurs, notamment le délai de récidive, la localisation de la récidive, les traitements reçus en plus de la chirurgie, s'il y a eu radiothérapie plus ou moins chimio, savoir qu'à peu près 40% des patients qui sont traités par chirurgie exclusive vont nécessiter de faire une radiothérapie post-opératoire. Il s'agit de dossiers complexes à discuter cas par cas en fonction des comités experts. Dans les cas de récidive centrale, la radiochimio et thérapie concomitante avec chimiothérapie semble présenter des meilleurs taux de contrôle local de la maladie. Donc notre recommandation, c'est que c'est une femme ayant une récidive centropelvienne d'un cancer du col de l'utérus traité initialement par chirurgie seule, il est recommandé de réaliser un traitement par radiochimiothérapie concomitante complété par une chimiothérapie. C'est une recommandation forte avec une qualité de preuve modérée. Dans le cas d'une récidive pelvienne d'un cancer du col traité initialement par radiochimiothérapie concomitante, les traitements par chirurgie par rapport à une radiothérapie permettent-ils d'améliorer le pronostic? Ici, on ne trouve pas beaucoup de données comparatives. Et toutefois, la chirurgie par exentération pelvienne peut augmenter de façon mineure la survie et doit être donc proposée pour les récidives pelviennes centrales où il n'y a pas d'attente de la paroi pelvienne et des ganglions extrapelviens avec comme objectif de pouvoir assurer une résection chirurgicale complète. La morbidité de ces exercices chirurgicales complexes reste cependant important et une évaluation globale des patients ainsi qu'une information complète doit être délivrée. Les résultats en termes de suivi et contrôle loco-régional semblent corrélés au type d'XRS en marge de scène et un délai écoulé depuis radiochimiothérapie première. Par contre, on ne peut pas émettre une recommandation. C'est les patients qui présentent maintenant une récidive ganglionnaire d'un cancer du col de l'utérus. Les traitements par radiochimio concomitante par rapport à une chirurgie de type XRS ganglionnaire permettent-ils d'améliorer le pronostic?
On n'a pas émis non plus des recommandations. Il s'agit il n'y a pas beaucoup d'arguments pour proposer préférentiellement un traitement pour permettre la prise en charge des récidives ganglionnaires. Par analogie avec la prise en charge de la tumeur initiale et les récidives ganglionnaires localisées en dehors des chambres d'irradiation peuvent être traités par radiothérapie externe et, si possible, en association avec la chimiothérapie concomitante. Et l'effet thérapeutique de la résection chirurgicale des bulkings ganglionnaires n'est pas très clair et doit, si possible, être suivi d'une radiothérapie. Pour les patients qui ont une récidive centropelvienne d'un cancer du col de l'utérus traité initialement par radiochimiothérapie concomitante, la réirradiation stéréotaxique, éventuellement complétée par une chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule, permet-elle d'améliorer le pronostic? On n'a pas non plus émis une recommandation. Il s'agit des patients, c'est les femmes qui ont une récidive centropelvienne d'un cancer du col de l'utérus traité initialement par radiochimio. Et la réirradiation stéréotaxique est une option marginale et les données de la littérature sont insuffisantes pour conclure. Donc, comme message, pour les récidives centropelviens d'un cancer du col traité initialement par chirurgie seule, on recommande une radiochimiothérapie concomitante et chimiothérapie guidée par l'image avec une recommandation forte et une qualité de preuve modérée. Par contre, on n'a pas de recommandation ni pour la récidive pelvienne d'un cancer du col de l'utérus traité initialement par radiochimiothérapie concomitante et chimiothérapie, ni pour la récidive ganglionnaire. Merci beaucoup. On va maintenant appeler le professeur Martin Koskas qui va venir nous parler des cancers de découverte fortuite sur pièce d'hystérectomie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir confié cette lourde tâche et au nom du groupe, merci à tous les trois pour votre accompagnement et de votre dynamisme à nous faire travailler. Vous avez fait ça très bien. Donc moi j'ai la lourde tâche de vous présenter les quelques recommandations qu'on a pu émettre dans le scénario où le cancer de col a été méconnu et diagnostiqué sur pièce d'hystérectomie. Donc on commence par quelle imagerie faire dans ces cas-là. On a conclu que dans cette circonstance, il n'est pas possible de recommander un délai optimal pour réaliser une IRM et ou un TEP scanner une fois que le cancer a été diagnostiqué. Malheureusement, il n'y a rien dans la littérature qui nous permette de donner un cut-off en termes de délai. Après, on va rentrer dans chacun des scénarios, puisque là, je vous rappelle que le pathologiste va être capable de vous dire la taille de la tumeur et donc de pouvoir la stader. Dans le cadre de tumeurs de stade 1A découvertes sur pièce d'hystérectomie, il n'est pas recommandé de réaliser une imagerie de stadification post-opératoire. C'est une recommandation faible avec une qualité de preuve très basse. Il est inutile de vous dire que dans cette circonstance de cancer diagnostiqué sur pièce d'hystérectomie, il n'y a évidemment rien de randomisé et des séries qui sont assez limitées en nombre de cas. Pour les cancers de stade 1-2 diagnostiqués sur pièce d'hystérectomie, là, il n'y a pas de recommandation. On avance dans les stades. Si on est dans le cadre d'un stade 1A ou 1A2 sans embole découvert sur pièce d'hystérectomie, il est proposé de ne pas réaliser de stadification ganglionnaire chirurgicale, qu'il s'agisse de GS ou de curage pelvien. Chez une patiente chez qui, sur la pièce d'hystérectomie, on diagnostiquerait un stade 1A2 avec embole ou une tumeur de moins de 2 cm, un B1, il est recommandé de pratiquer cette fois une stadification ganglionnaire. Comme il est impossible là de faire une ultrastadification avec un ganglion sentinelle, on propose un curage pelvien. Chez une patiente qui a une tumeur, cette fois toujours méconnue, mais qu'on va diagnostiquer sur pièce d'hystérectomie qui va faire plus de 2 cm, eh bien, on s'est aidé des critères de Peters et de Sedlis pour dire que s'ils n'étaient pas respectés, s'ils n'étaient pas, et ils sont rappelés sur le tableau qui est en dessous, s'ils n'étaient pas complétés, on devait faire une stadification ganglionnaire par curage pelvien. S'ils sont positifs, à ce moment-là, pas de stadification ganglionnaire. De la même façon, si les marges sont atteintes, on propose de ne pas faire de stadification ganglionnaire, ou si la tumeur fait plus de 4 cm, un B3, on propose de ne pas faire de stadification ganglionnaire. Et sans déflorer la suite de mon propos, vous savez bien que ça va être dans ce cas-là, puisqu'il y a une indication, une radiochimiothérapie concomitante.
Alors là, on a fait le bilan. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire comme traitement adjuvant. Donc on est toujours dans ce scénario où l'hystérectomie a eu lieu, le cancer n'était pas connu. Et là, votre pathologiste vous rend un compte-rendu sur lequel figure une tumeur de stade 1A1 ou 1A2 sans embole. Dans ce cas-là, il n'est pas recommandé de réaliser de traitement adjuvant. On va avancer au fur et à mesure dans les stades. Pour des tumeurs de stade 1A2 avec embole en marge saine, il est recommandé de faire le curage pelvien, on en a parlé avant. S'il est négatif, il n'est pas recommandé de réaliser un traitement adjuvant. On avance toujours dans les stades. Si on a une tumeur qui fait jusqu'à 2 cm, je vous rappelle qu'on a dit précédemment qu'il fallait faire un curage pelvien. On va compléter le bilan avec une TEP TDM. Et dans ce cas-là, il est recommandé de ne pas réaliser de traitement adjuvant sous réserve que l'infiltration stromale soit inférieure à 10 mm. Maintenant, si on est dans le scénario de tumeur de plus de 2 cm, entre 2 et 4 cm, on a dit qu'il fallait faire un curage pelvien si les critères de cette liste n'étaient pas retrouvés, qu'on était en marge saine et que le TEP scanner ne retrouvait pas de localisation à distance. À ce moment-là, on a deux possibilités, soit faire une paramétrectomie et colpectomie, une reprise chirurgicale, soit de faire une curithérapie. On n'a pas pu trancher entre ces deux alternatives. Quand on est en marge non saine, évidemment, on va compléter le bilan avec une TEP, et c'est là que le curage pelvien n'est plus nécessaire, puisque le traitement se fera par radiochimio-curithérapie. De la même façon, pour les tumeurs plus avancées, à des stades plus avancés, de plus de 4 cm, il est recommandé dans ce cas-là de faire un traitement adjuvant par radiochimio et curithérapie. Dans ce cas-là, il ne faudra pas faire de curage pelvien, évidemment. Donc, pour me résumer, stadification ganglionnaire recommandée pour les 1A2 avec embole, pour les 1B1, moins de 2 cm, et pour les 1B2 et 1B3 avec marge saine et sans les critères de Sedlis. Il est recommandé de ne pas réaliser de traitement adjuvant pour les 1A1 ou les 1A2 sans embole à marge saine. Pour les 1A2 avec embole, marge saine, mais cette fois, on aura vérifié qu'il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire par le biais d'un curage pelvien. Pour les tumeurs de moins de 2 cm, marge saine, curage pelvien négatif et infiltration stromale de moins de 1 cm. Le traitement complémentaire, on a dit pour les 1B2 de 2 à 4 cm, marge saine, curage pelvien négatif, critères de Sedlis négatif, on a deux options, paramétrectomie et colpectomie ou curithérapie. Et pour les 1B2 marge non saine, radiochimio concomitante, puis curithérapie. De la même façon, pour les 1B3 2A, radiochimio concomitante, puis curithérapie. Je vous remercie. Nous allons appeler pour la présentation suivante le docteur Lise Lecointre de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé sur ces questions malgré ses impératifs universitaires cette année. Et donc elle va nous parler de la situation particulière du cancer sur un col restant. Bonjour à tous, merci à vous de m'avoir donné l'occasion de participer à CRPC et merci pour les précieux conseils du professeur Cordoba et Chargari dans l'élaboration de ces recommandations. Donc, le cancer sur moignon cervical représente 3 à 9% de tous les cancers du col de l'utérus et le délai moyen de survenue entre une hystérectomie subtotale et le diagnostic de cancer dans la littérature, c'était environ 17,6 ans. Donc à la première question, à stade égal, un cancer du col sur col restant a-t-il un moins bon pronostic que chez une patiente ayant l'utérus en place? Nous disposons de 2 études relativement anciennes et il n'y avait pas de différence significative en termes de pronostic. En revanche, le pronostic était plus défavorable pour les adénocarcinomes survenant sur col restant par rapport aux adénocarcinomes survenant avec utérus en place, mais également plus défavorable que les carcinomes épidermoïdes. Chez une patiente présentant un cancer du col de l'utérus sur col restant, l'adaptation de la curithérapie par rapport à un traitement standardisé permet-elle d'améliorer le pronostic? La même question
pour l'adaptation de la radiothérapie. Les particularités du cancer sur col restant résident principalement dans le changement de volume et les variations anatomiques générées par l'hystérectomie subtotale et avec comme corollaire une augmentation de la toxicité des organes de voisinage. Concernant la curithérapie, cette dernière, elle est obligatoire, elle permet l'escalade de dose et cette escalade de dose permet d'augmenter le contrôle local. La technique reste la même, les objectifs de dose restent les mêmes, mais les volumes à irradier doivent être adaptés. Donc, chez une patiente présentant un cancer du col de l'utérus sur col restant, il est recommandé d'adapter la curithérapie, qu'elle soit intracavitaire et ou interstitielle, par rapport à un traitement standardisé pour améliorer le pronostic. Il s'agissait d'une recommandation faible et une qualité de preuve très basse. Il en est de même pour l'adaptation de la radiothérapie, liée à la proximité des organes de voisinage, notamment l'intestin grêle, rectum, vessie et sigmoïde. Et donc, chez une patiente présentant un cancer du col de l'utérus sur col restant, il est recommandé d'adapter la radiothérapie par rapport à un traitement standardisé. Là encore, il s'agissait d'une recommandation faible avec une qualité de preuve très basse. Chez une patiente ayant un cancer du col de l'utérus sur col restant qui bénéficiait d'une radiochimio concomitante, la réalisation d'une curithérapie complémentaire par rapport à une radiochimiothérapie concomitante seule avec boost permettait-elle d'améliorer le pronostic? Pour répondre à cette question, une étude observationnelle très ancienne qui datait de 1993, dans lesquelles étaient comparées radiothérapie plus curithérapie versus radiothérapie seule pour seulement des stades 2. Mais cette association permettait d'augmenter de façon significative le contrôle local de la maladie, mais également la survie globale à 5 ans, ce qui a permis aux auteurs de souligner l'importance du boost de cette curithérapie, permettant une délivrance d'une dose totale qui était plus élevée au volume cible. Donc, chez une patiente présentant un cancer du col de l'utérus sur col restant qui bénéficiait d'une radiochimiothérapie concomitante, il est recommandé de réaliser une curithérapie complémentaire par rapport à un boost de radiothérapie. Il s'agissait d'une recommandation faible avec une qualité de preuve basse. Enfin, chez une patiente ayant un cancer du col sur col restant qui a bénéficié d'une radiochimio concomitante, la réalisation d'une trachélectomie de clôture par rapport à l'absence de réalisation de celle-ci permettait-elle d'améliorer le pronostic de façon similaire au cancer du col de l'utérus avec utérus intact. Il n'y avait pas d'influence de la trachélectomie sur le contrôle loco-régional, mais surtout une augmentation majeure de la morbidité en cas de traitement associant une chirurgie, ce qui justifiait la réalisation d'un traitement par irradiation seule. Donc, chez une patiente présentant un cancer du col de l'utérus sur col restant, bénéficiant d'une radiochimiothérapie concomitante suivie d'une curithérapie en réponse complète, il est recommandé de ne pas réaliser de chirurgie de clôture. Là encore, une recommandation faible avec une qualité de preuve très basse. Donc, à stade égal, concernant les carcinomes épidermoïdes, le pronostic est identique que pour les cancers sur col restant que les cancers du col avec un utérus en place. Il est nécessaire d'adapter la radiothérapie et la curithérapie. On rappelle l'intérêt de la curithérapie complémentaire et il est recommandé de ne pas réaliser de trachélectomie de clôture. Je vous remercie. Merci Lise. On termine avec la dernière situation un petit peu particulière dans cette prise en charge du cancer du col. On va parler de la prise en charge spécifique des femmes plus âgées avec le professeur Vincent Lavoué, qui est notre spécialiste national. Je suis gérontophile. Bon, merci à l'organisation et puis pour encore l'énorme qualité de travail produite. Et je pense que toute l'Assemblée sera convaincue. Sont de très belles recommandations à mon sens, mais l'avenir le jugera. Donc les personnes âgées, alors pas d'énormes preuves sur les personnes âgées, il y a peu d'études sur la littérature. Les essais cliniques se concentrent sur les patientes jeunes. Alors bon, pour le cancer du col, ça peut le comprendre, pour les autres pathologies, on peut discuter. Pas de grandes choses majeures. Positionner l'évaluation oncogériatrique de manière générale, on va dire oui, mais pour le cancer spécifique du col, de l'utérus, il n'y a pas de données qui permettent de dire qu'il faut absolument le faire. Toutefois, l'évaluation oncogériatrique permet de changer la séquence thérapeutique dans 20 à 38% des cas. Ça a quand même du sens cliniquement, même s'il n'y a pas de données qui permettent de démontrer l'amélioration du pronostic de la pathologie du fait de cette évaluation oncogériatrique. De manière assez binaire, soit on a une patiente, on va dire en anglais fit, c'est-à-dire en l'absence de vulnérabilité, qui est en excellent état général, il faut faire exactement comme
pour les patientes plus jeunes, et ne pas changer la séquence thérapeutique. Autrement dit, si la chirurgie est indiquée, il faut la réaliser. Si l'indication de radiochimiothérapie est préconisée, il faut la faire. A l'inverse, en présence de vulnérabilité, si la chirurgie peut décompenser la patiente ou la par exemple, il faudra privilégier la radiothérapie avec des pronostics équivalents pour l'alternative radiothérapeutique versus chirurgicale. Pour les stades avancés, là c'était pour les stades précoces, donc 1P3, c'est-à-dire où la radiochimiothérapie concomitante est indiquée, la stratification ganglionnaire est à la discrétion de la RCP, évidemment avec l'évaluation bénéfice-risque quand elle doit être réalisée ou indiquée selon ces nouvelles recommandations. Si on peut faire la radiochimiothérapie concomitante, il faut la réaliser par rapport à une radiothérapie seule. On améliore la survie, y compris chez les personnes âgées, mais encore faut-il pouvoir supporter cette chimiothérapie, mais elle reste quand même à toxicité faible, même si on augmente la toxicité de la radiothérapie avec les sels de platine en plus. Enfin, et là, un point important, c'est peut-être le seul message important à retenir, il ne faut pas mollir, entre guillemets, sur la curithérapie. Dans les études, il y a une absence de curithérapie prédominante chez les personnes âgées, et c'est préjudiciable pour la survie, et il n'y a quasiment pas de contre-indication à la curithérapie. Ce n'est pas plus toxique chez les patients âgées, on peut toujours la faire. Il y a quelques contraintes techniques, qui est l'abord vaginal. Si on ne peut pas mettre le moule de curithérapie, on ne peut pas faire la curithérapie, mais c'est seulement la contrainte technique. Si on peut le poser, on peut faire la curithérapie et il faut la faire. Donc, et enfin, un dernier cas de figure, pour lequel on aurait bien aimé avoir une réponse, qui était le cancer du col sur prolapsus, donc extériorisé. Et là, on ne peut pas faire de recommandation. Il y a quelques cas de case report, une seule revue de littérature qui est une compilation de cas de case report. Et la conduite à tenir est au cas par cas en fonction de si le prolapsus est réintégrable ou non, le stade avancé ou non, et le stade général de la maladie. Take home message, en l'absence de vulnérabilité, faire comme les jeunes. Avec vulnérabilité, s'il y a privilégier la radiothérapie par rapport à la chirurgie, et ne pas omettre la curithérapie, y compris chez les personnes âgées. Merci. Merci. Et ben maintenant, on va passer la parole à nos deux coordonnateurs, Xavier Carcopino et Lobna Ouldamer, qui vont vous présenter la synthèse de CRPC, où ils vont vous avoir extrait tous les substantifiques moelles, et je leur laisse la parole. Mesdames et messieurs, nous allons avoir le plaisir avec Xavier et la lourde tâche de vous présenter la synthèse de ces recommandations. Je tiens tout particulièrement à remercier tous les experts qui ont donné de leur temps et de leur énergie et qui n'ont pas moufté avec l'avalanche des mails qu'ils recevaient de la part de nous deux. Un peu plus Xavier que moi, il faut quand même le souligner. Et je tiens également à remercier tous les relecteurs qui nous ont permis de faire des corrections de certaines recommandations et toutes les sociétés savantes qui nous ont permis d'avoir des experts pour traiter toutes les questions. Donc nous avions des experts de la société de radiothérapie, des experts de la société de chirurgie oncologique, des experts de la SFOG, forcément du CNGF de Francogine, de la SCGP, de la société de colposcopie, de la société de la gynécologie médicale et de la société de radiologie, bien entendu la SCGP et Arcagie Gynéco. Et nous ne sommes pas peu fiers de pouvoir dire que nous avons réussi à avoir l'unanimité sur un sujet pour lequel on partait mal au départ. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir vous présenter cette synthèse. Alors, vous l'avez vu, on a eu énormément de picots qui vous ont été présentés. La méthodologie est contrainte et on a au total plus de 160 picots. Donc, il nous a paru indispensable de vous faire une synthèse pour rendre ces recommandations un peu plus digestes et avoir une vision un petit peu plus conventionnelle. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire là maintenant avec Lobna. Donc on va reprendre les différents points qu'on a abordés ensemble avec les différents experts. Donc on va reparler du bilan préthérapeutique évidemment. On va reprendre également avec vous les voies d'abord chirurgicales et la question de la laparotomie évidemment, ainsi que les enjeux et les indications potentielles de radiochimiothérapie. On va vous parler ensuite de l'estimation de cette réponse post-thérapeutique et des moyens de le faire, ainsi que de la place de cette fameuse chirurgie de clôture. Alors vous avez compris qu'en fait, il ne faudrait plus qu'on parle de ce terme, puisque la chirurgie de clôture, on ne doit plus la faire a priori. On parlera plutôt éventuellement de chirurgie de rattrapage, dans certains cas très sélectionnés, comme vous l'avez compris.
On va enfin vous présenter les arbres de prise en charge, notamment les arbres pour chacun des différents stades de la classification de FIGO, et je vous rappelle qu'on part sur la classification de FIGO 2018, bien évidemment, en vous présentant également les arbres de préservation de la fertilité qui ont été revus en fonction de la revue de la littérature qu'on a faite, et enfin on fera une petite synthèse sur les cas particuliers. Alors concernant l'évaluation préthérapeutique, donc vous avez compris qu'en fait on va vous demander de réaliser un examen clinique. Cet examen clinique, il a pour but bien évidemment de permettre la réalisation de la biopsie qui va être indispensable au diagnostic de cancer invasif. Pas toujours facile parce que dans certains cas on se retrouve avec une biopsie qui n'est pas toujours évidente à faire. Néanmoins cet examen reste indispensable et ce qu'on peut dire c'est qu'il va nous permettre d'évaluer le degré d'atteinte locale et surtout rechercher une éventuelle atteinte vaginale. Cet examen clinique, il va être complété par 2 examens d'imagerie qui sont indiqués à partir du stade 1B1. Donc on vous recommande de réaliser dans ces situations-là à la fois une IRM lombopelvienne qui va utiliser les séquences de diffusion et une TEP-TDM qui va être indispensable pour évaluer l'extension ganglionnaire. Vous avez compris que l'examen sous anesthésie générale n'a quasiment plus lieu d'être proposé, sauf dans les cas où on a une discordance entre les données de l'examen clinique et les données de l'imagerie. Mais dans tous les autres cas, il n'y a pas lieu d'imposer un examen sous anesthésie générale à nos patientes. Enfin, vous avez compris qu'une des grandes nouveautés de ces recommandations, c'est la place qui est donnée à la conisation de stadification initiale, qui est clairement, là pour le coup, indiscutable quand on reprend les données de la littérature, puisque cette conisation va nous permettre d'avoir des éléments clés en termes pronostiques. Vous avez compris que les éléments pronostiques, indépendamment du type histologique, ça va être la taille tumorale, et que pour avoir une évaluation précise de la taille tumorale, il n'y a qu'une conisation qui va nous permettre de l'avoir pour les petits cols. Ça va être la présence d'emboles, et là encore, la conisation reste le seul moyen d'évaluer cette présence d'emboles et de les caractériser. Vous avez compris que c'est important. Et enfin, la conisation va nous permettre également d'avoir un degré d'invasion en profondeur, qui est aussi un élément clé. Donc on recommande la réalisation d'une conisation première pour les stades 1A2 à 1B1 et vous avez bien compris, on va y revenir, que ce sera l'occasion également dans ces cas-là de proposer, lorsque c'est indiqué, la réalisation d'une stadification ganglionnaire. Donc, comme vous l'a dit Xavier, comme vous l'avez bien compris, dans notre synthèse, on n'est pas en train de reprendre tous les take-home messages de tout ce qui a été présenté cet après-midi. On essaye de vraiment vous donner les messages clés que vous pouvez retenir avant de vous présenter les arbres de prise en charge. Donc là, on va traiter la question de la chirurgie ganglionnaire, tout confondu. Donc on va parler du ganglion sentinelle, du curage pelvien et de la chirurgie ganglionnaire lombo-aortique. Donc la place, donc quand on parle de ganglion sentinelle, vous avez bien compris, en fait, quand on parle de ganglion sentinelle sur les petits stades, on ne fait pas un ganglion sentinelle seul parce que nous n'avons pas les données dans la littérature pour pouvoir le faire seul, même si bien sûr on est plusieurs dans nos centres à avoir passé ce cap sans avoir attendu Senticol 3. Donc quand on parle de ganglion sentinelle, on fait un ganglion sentinelle avec un curage pelvien bilatéral associé. L'intérêt du ganglion sentinelle étant de faire de l'ultrastadification, le rôle très important et la place très importante de nos collègues anatomopathologistes pour ne pas passer à côté éventuellement de micrométastases qui peuvent potentiellement modifier le traitement et les thérapeutiques et le pronostic, pardon. Donc on fait un ganglion sentinelle avec un curage pelvien bilatéral. La façon dont on va identifier ce ganglion sentinelle, la littérature actuelle ne nous permet pas de vous faire des recommandations concernant l'utilisation du verre d'indocyanine. Autant c'est devenu un standard dans le cancer de l'endomètre, ce n'est actuellement pas le standard dans le cancer du col. Malheureusement, la littérature ne permet pas de statuer, ce qui fait que le standard actuel reste la double détection utilisant le technétium 99 métastable. Ceci dit, vous mettrez toujours en balance éventuellement le risque de choc anaphylactique à l'utilisation du bleu patenté par exemple. Donc si vous avez une patiente qui a de multiples antécédents de choc anaphylactique, vous doutez bien que vous n'allez pas utiliser le bleu patenté. Le standard actuel reste la double détection, toute mesure gardée, bien entendu. En ce qui concerne le curage lombo-aortique de stadification qui jusque-là pouvait être pratiqué à partir des stades 2,
Actuellement, la seule indication qui est retenue de façon formelle, c'est les stades 3C1, que ce soit sur un TEP scanner ou éventuellement quand vous faites le prélèvement du ganglion sentinelle et qu'on vous répond à l'examen extemporané qu'il y a une atteinte ganglionnaire qui n'avait pas été visualisée sur les examens d'imagerie. Et bien entendu, on ne fait pas de curage pelvien associé dès que vous avez l'information que la patiente est N+ au niveau pelvien. La voie d'abord pour la réalisation de ce curage lombo-aortique, c'est d'abord faire cette chirurgie par voie rétropéritonéale dans la mesure du possible. S'il y a échec, à savoir une brèche sur le péritoine, on peut faire ce prélèvement par voie transpéritonéale célioscopique. Le message clé, c'est si jamais il y a un échec de la célioscopie, on n'est pas dans la situation où il y a une complication qui justifierait éventuellement de convertir. Mais s'il y a un échec de la technique de célioscopie, on ne fait pas de laparoconversion pour réaliser un curage lombo-aortique de stadification. La balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de la réalisation du geste chirurgical par voie laparotomique. Et le repère, de façon consensuelle dans la littérature actuelle, nous avons des éléments pour pouvoir dire que la limite supérieure de ce curage doit être l'artère mésentérique inférieure. Alors on va parler un peu de la chirurgie maintenant, de cette fameuse chirurgie utérine. Donc vous avez compris qu'on est dans une désescalade globale avec la possibilité de faire des gestes qui sont peut-être moins agressifs que ce qu'on a pu voir par le passé, pas tout simplement parce que dans les cas de col plus avancés, on va basculer vers une radiochimio concomitante. Et donc ça, c'est un point qu'il faut bien retenir. On a été particulièrement prudent, là aussi, à respecter en fait les niveaux de preuve et à ne pas se lancer dans des recommandations trop hâtives, et notamment concernant l'élargissement de cette hystérectomie, puisque on attend toujours les résultats de l'étude SHAPE et qu'en l'absence de ces résultats, il est très difficile de vous parler de non-élargissement ou de hystérectomie simple, et on l'a réservé donc dans certains cas dans des options, notamment les 1B1 de bon pronostic, donc sans embole et de moins de 10 minutes d'invasion, et avec une sélection de ces patientes. Concernant la voie d'abord chirurgicale, la question de la laparotomie est évidemment maintenant n'est plus une question, elle est recommandée. Donc vous l'avez bien compris, on en a discuté lors de la session précédente. Autant elle va être recommandée quand vous proposez une chirurgie initiale à une patiente qui a un stade 1B1 ou 1B2, mais on ne peut pas vous émettre de recommandations sur la place de la laparotomie pour les petits cols. On a posé la question tout à l'heure sur les 1A et les 1A2, et notamment d'une voie vaginale éventuelle. On ne peut pas répondre à cette question aujourd'hui. Concernant la chirurgie entre guillemets de rattrapage ou la chirurgie d'une éventuelle récidive, là aussi on est incapable de vous donner une réponse, mais il faut bien garder à l'esprit que les niveaux de preuve ne se limitent pas à la LAC study et que derrière on a des méta-analyses qui nous permettent de le dire. Alors la LAC, c'est quand même un exemple important de la grande prudence qu'on doit avoir dans nos pratiques. Les niveaux de preuve, on a volontairement pas pris de décision avec des niveaux de preuve faibles quand on avait un consensus avant très important. Je prends l'exemple notamment de l'élargissement avec une hystérectomie simple versus une hystérectomie élargie type B. Tout simplement parce qu'on a eu tous le coup, un petit peu la surprise des résultats de l'étude LAC, et je crois qu'il faut rester extrêmement prudent et garder à l'esprit qu'on traite des patientes pour lesquelles le pronostic c'est la survie, et il n'est pas question de se lancer dans des choses, dans des escalades trop hâtives tant qu'on n'a pas des niveaux de preuve suffisants pour le dire, et donc il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un point essentiel dans nos décisions en RCP. Donc je pense qu'il est important de dire et de garder à l'esprit que quand on propose un traitement chirurgical exclusif à une patiente qui a un cancer du col de stade débutant, eh bien il faut proposer une laparotomie, que ça reste le gold standard. Après on va voir à quel moment on peut le proposer. Un autre point important au cours de ces RPC, qui fait également aussi appel à une RPC qui avait été gérée il y a 2 ans par le professeur Cyril Touboul, à savoir les gestes que l'on fait de façon associée à une hystérectomie pour lésion bénigne ou à une lésion maligne. Donc la conservation ovarienne est admise jusqu'à 4 cm lorsqu'il s'agit d'un type histologique classique, comme on l'a dit tout à l'heure, donc un type épidermoïde infiltrant ou un adénocarcinome. Donc ce qui veut dire que c'est totalement acceptable pour les stades 1A, B2. Ça n'inclut pas la conservation tubaire.
Et donc là, c'est une extrapolation d'une RPC qui a déjà été faite par le collège il y a 2 ans. Donc on conserve les ovaires sans conserver les trompes. Un petit mot pour la transposition ovarienne, elle est également admise, mais là pour le coup pour les carcinomes épidermoïdes, pas pour les adénocarcinomes en raison des localisations et des complications potentielles. Et une des situations aussi qui a été clarifiée par CRPC, c'est les situations où il ne faut pas envisager la chirurgie. Donc, sur CRPC, on n'envisage plus de chirurgie en raison du risque important de traitement adjuvant à partir des stades 1B2 supérieurs ou égal à 3 cm. On n'envisage pas de chirurgie systématique à partir du moment où il y a des éléments éventuellement radiologiques ou histologiques qui suggèrent qu'une radiothérapie sera indiquée en adjuvant. Donc si vous le savez déjà en amont, il faut switcher vers un traitement par les collègues radiothérapeutes plutôt qu'un traitement chirurgical qui associera les morbidités des 2 traitements. Bien entendu, il faut casser le dogme d'une chirurgie en post-radiochimiothérapie, même quand il reste un résidu de façon élargie systématique. L'élargissement ne sera entendu que lorsqu'il s'agira de vouloir réséquer la maladie résiduelle, s'il y a des localisations qui justifient l'élargissement. Donc ça sera des décisions au cas par cas, mais pas d'élargissement systématique, sous prétexte qu'on veut garder l'entraînement pour l'élargissement. Bien entendu, il n'y a pas lieu de faire de chirurgie systématique, et là on utilise à bon escient le mot clôture, c'est-à-dire que quand vous avez une réponse qui semble à l'imagerie complète, pour les épidermoïdes infiltrants classiques, il n'y a pas lieu de faire une chirurgie systématique en clôture. On n'arrive pas à conclure concernant les adénocarcinomes, donc ça peut encore faire l'objet d'études supplémentaires. Alors, pour ce qui est de la radiochimiothérapie concomitante, vous avez bien compris que la curithérapie est un complément et qu'en fait, on devrait parler de radiochimio concomitante complétée d'une curithérapie. Ça devrait être le terme standard en fait à utiliser. La question de la curithérapie ne se pose pas. Elle ne peut en aucun cas être remplacée par un boost. La question s'était posée notamment pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait émis des recommandations en disant éventuellement, pour simplifier les parcours patients, et pendant le confinement, on avait évoqué la possibilité de boost. Et dans ces cas-là, il faut savoir que la curithérapie reste un standard, et reste un standard avec un pronostic des patientes qui est clairement différent. Donc il faut faire cette curithérapie, même si c'est quelque chose de contraignant pour nos patientes. Concernant la chirurgie de clôture et de rattrapage, Lobna vient de le dire, donc on va renfoncer des portes ouvertes. On ne fait pas de chirurgie de clôture, même s'il y a une discussion et l'absence de recommandation pour les ADK. Vous avez bien compris que la seule situation dans laquelle on pourrait envisager une chirurgie, c'est plutôt un rattrapage, et c'est en aucun cas quelque chose qu'on va pouvoir vous proposer comme ça de façon standard. La curithérapie préopératoire reste une spécificité française. Néanmoins, elle est quand même intéressante et elle peut être proposée dans certains cas très sélectionnés. Et je crois que c'est important de garder à l'esprit que ça peut être quelque chose à mettre en exergue dans certains cas ultra sélectionnés. Vous allez le voir dans les arbres, on va vous reprendre les indications précises. Là aussi, c'est à discuter avec vos radiothérapeutes en fonction de vos disponibilités et de vos possibilités de traitement. Gardez à l'esprit que dans ces cas-là, on reste sur une chirurgie simple, une hystérectomie simple, c'est-à-dire une hystérectomie de type A, et il n'a pas lieu d'élargir ce geste à partir du moment où on a fait une curithérapie préopératoire. Concernant la réponse thérapeutique, Alejandra vous l'a dit tout à l'heure, on a le délai de 12 semaines après une radiochimio concomitante qui nous permet de dire qu'à passer ce délai, on n'aura plus rien à attendre de la radiochimio concomitante et qu'à ce moment-là, si on parle d'un reliquat tumoral, celui-ci sera sera considéré comme définitif dans ce délai-là et il n'y a pas lieu d'attendre plus longtemps. Alors pour la préservation de la fertilité, on va vous présenter l'arbre tout à l'heure, mais vous avez compris que les choses sont relativement simples pour les stades micro-invasifs, c'est-à-dire les stades 1A1 et les stades 1A2, quel que soit le statut des emboles. La conisation en marge saine va être recommandée et sera suffisante, même si il est possible de proposer une hystérectomie dans un deuxième temps chez ces patientes-là. Cette hystérectomie reste une option et la conisation seule est suffisante dans ces cas-là. Donc, dans le cadre de la préservation de la fertilité, 1A1, 1A2, embole, pas embole, conisation, marge saine.
Pour les 1B1, la conisation sera réalisée en complément d'un ganglion sentinelle et d'un curage ganglionnaire pelvien avant de pouvoir envisager une préservation de la fertilité. Par contre, la préservation de la fertilité ne peut pas et ne doit pas être proposée aux patientes à partir du stade 1B2, tout simplement parce que les résultats ne sont pas bons et donc il ne faut pas proposer de préservation de la fertilité à ces patientes. Et l'option ou la possibilité qui avait été évoquée de réaliser une chimiothérapie néoadjuvante ne doit pas être proposée. Donc on recommande de ne pas proposer cette chimiothérapie néoadjuvante à ces patientes. Les résultats ne sont pas bons et aujourd'hui, il n'est plus raisonnable de proposer ça à nos patientes. Enfin, évidemment, la patiente N+, passe directement aujourd'hui au minimum au stade 3C1, voire 3C2. Donc il n'y a pas lieu de proposer une préservation de la fertilité à ces patientes qui auront une indication de radiochimio concomitante suivie d'une curithérapie. Je me permets de revenir un peu sur la slide précédente pour dire qu'il y a une session Francogyne vendredi après-midi dans laquelle il y aura Patrice Matvé et Marie Plante qui vont parler de la place de la chimiothérapie néoadjuvante dans la préservation de la fertilité et l'éventuel avenir pour cette solution pour préserver la fertilité. Après, on arrive à ce qu'on a appelé les cas particuliers, même si chaque dossier d'une patiente est toujours un cas particulier. Il y a les situations qu'on a appelées situations particulières. On peut dire que, pour que vous puissiez partir avec des messages simples et relativement clairs, lorsqu'il s'agit d'une découverte fortuite sur pièce d'hystérectomie ou d'un cancer du col sur un col restant après une hystérectomie subtotale, il s'agira de traiter la patiente à stade égal de la même façon que sur une patiente qui a un utérus intègre. C'est-à-dire que vous adaptez par rapport aux caractéristiques de la tumeur. La plus grosse adaptation dans ces situations, elle concerne nos collègues radiothérapeutes qui vont devoir adapter leur technique de radiothérapie, plus ou moins curithérapie, à l'utérus et à la situation post-opératoire. En ce qui concerne la prise en charge des récidives, le traitement sera calqué sur et adapté en fonction du traitement initial qu'elles ont déjà eu. C'est-à-dire que si c'est une patiente qui a déjà eu un traitement chirurgical, l'option elle est relativement simple, en fonction bien sûr des caractéristiques histologiques, c'est plutôt de passer la main aux collègues radiothérapeutes et oncologues médicaux. Lorsqu'il s'agit d'une patiente qui a eu un traitement par radiochimiothérapie, curithérapie, en fait le recours il est essentiellement chirurgical et probablement une chirurgie de recours qui consistera en une pelvectomie antérieure. Donc c'est des situations à évaluer au cas par cas en fonction de la localisation de la récidive. Il y a la situation de la patiente d'emblée métastatique et notamment une des situations qui peuvent arriver relativement souvent, à savoir une patiente oligométastatique éventuellement. Actuellement, c'est devenu un standard de pouvoir traiter ces patientes avec du bevacizumab si la patiente est métastatique d'emblée en association à une chimiothérapie à base de sel de platine. Et on peut y associer de l'immunothérapie si on a un score CPS supérieur à 1 à base de pembrolizumab. En ce qui concerne le cancer du col chez la femme âgée, le message clé, c'est de ne pas discriminer la patiente en fonction de son âge. Bien entendu, donc, qu'est-ce qu'on appelle une patiente âgée? Est-ce que c'est à partir de 65 ans ou c'est là où on définit la situation du troisième âge? Est-ce qu'on parle des sujets très âgés au-delà de 80 ans? Il n'y a pas de consensus dans la littérature. Ce qu'on sait, c'est que dans la littérature, effectivement, il y a très peu d'inclusion de patientes à partir de 65 ans dans les essais. Donc elles sont sous-représentées dans les populations pour lesquelles on a des données solides. Et ce que l'on sait, c'est qu'il faut effectivement évaluer ces patientes et adapter les thérapeutiques uniquement s'il y a de la vulnérabilité. Sinon, elles sont censées être traitées pour un stade identique, histologie identique, comme un sujet plus jeune. Et on va passer aux arbres décisionnels. Alors, on va essayer de vous montrer en quelques slides donc les arbres pour la prise en charge des différents stades. Donc, je vous rappelle qu'on part du stade FIGO 2018 après évaluation imagerie lorsqu'il a lieu d'être réalisé. Alors là, on part sur les 1A1 et 1A2. Alors, évidemment, ces cancers-là sont quand même le plus souvent découverts sur une pièce de conisation et on est rarement dans une situation où on sait qu'on a un 1A1 et un 1A2 et on va partir en disant on fait une conisation. Néanmoins, la prise en charge initiale reste cette fameuse conisation dont le but est d'être en marge saine, bien évidemment.
La première situation sera celle du 1A1 sans embole. Donc pour ces patientes-là, il n'y a pas d'indication à réaliser de chirurgie ganglionnaire. On vous a présenté tout à l'heure que la probabilité d'envahissement ganglionnaire chez ces patientes est proche de 0. Et donc il n'y a pas lieu de faire ni de ganglion sentinelle ni quoi que ce soit d'autre. Et le traitement s'arrêtera ici à une conisation en marge saine. L'option peut être la réalisation d'une hystérectomie, qui sera à ce moment-là une hystérectomie non élargie avec une conservation ovarienne qui pourra être proposée. Alors attention, cette option, c'est dans la continuité immédiate de la conisation. Il n'est pas question de proposer une hystérectomie, une patiente qui a eu une conisation en marge saine pour un 1 à 1 sans embole 5 ans ou 10 ans auparavant, bien évidemment. Concernant maintenant les 1 à 1 avec embole ou les 1 à 2, donc dans ces cas-là, le risque d'envahissement ganglionnaire devient significatif et on dépasse les 1%. Et on se retrouve parfois même avec des risques d'envahissement qui vont jusqu'à 30%. Donc on a une indication d'une stadification ganglionnaire chirurgicale avec cette fois-ci la réalisation d'un ganglion sentinelle avec curage pelvien bilatéral. La patiente est N-. On pourra s'arrêter à ce stade du traitement si la conisation est en marge saine, bien évidemment, comme dit au-dessus. L'option sera là aussi la réalisation d'une hystérectomie non élargie, une hystérectomie simple avec conservation ovarienne chez ces patientes N-, 1 à 1 avec embole ou 1 à 2. Dans le cas où la patiente serait N+, on bascule tout de suite en stade 3C1 et donc on a un abandon du traitement par chirurgie exclusive et il y aura donc la nécessité d'une radiochimio concomitante et l'indication donc du curage lombo-aortique de stadification qui sera réalisé par voie laparoscopique rétropéritonéale et limité au territoire sous l'artère mésentérique inférieure. Et derrière sera proposée à la patiente la radiochimio concomitante complétée d'une curithérapie. On passe maintenant au 1B1. Donc vous allez le voir, ça va vous permettre de clarifier vos idées parce qu'il y a beaucoup de répétitions et certaines attitudes sont relativement superposables. Donc lorsque on est en situation de se poser la question s'il s'agit d'un stade 1B1 comme vous l'a dit Xavier, selon la classification bien entendu FIGO 2018, c'est l'indication royale pour la réalisation toujours d'une conisation diagnostique qui permet de clarifier la situation de la patiente avec un ganglion sentinelle et un curage pelvien bilatéral. Donc vous voyez bien qu'on vous pousse à dissocier le geste chirurgical ganglionnaire du geste utérin éventuel. Donc lorsque vous avez fait votre évaluation et que vous n'avez pas d'atteinte ganglionnaire, et que vous êtes en situation de vous dire que vous êtes à bas risque, donc il n'y a pas d'embole et que vous avez une invasion myométrielle inférieure à 10 mm, le traitement standard dans cette situation est une colpohystérectomie élargie de type B par laparotomie pour laquelle, bien entendu, il est parfaitement acceptable de conserver les ovaires dans la mesure où vous avez une patiente qui a moins de 65 ans et qu'on a un type histologique classique. L'option dans cette situation, donc la situation des patientes qui sont à bas risque, on peut accepter une hystérectomie simple par laparotomie sans élargissement avec une conservation ovarienne. Pour toutes les autres patientes, donc risque intermédiaire et haut risque, il n'y a pas de place à une hystérectomie simple. L'élargissement reste le standard pour ces patientes et donc c'est une colpohystérectomie élargie de type B par laparotomie avec une conservation ovarienne qui peut être acceptée dans cette situation. L'option pour ces patientes, c'est éventuellement de faire une curithérapie suivie d'une hystérectomie simple, donc l'option franco-française que nous validons dans ces recommandations. Si on est dans la situation d'une patiente qui a une atteinte ganglionnaire, et comme on l'a dit tout à l'heure, on abandonne la chirurgie utérine envisagée, on passe à une stadification ganglionnaire lombo-aortique pour ajuster le niveau supérieur de la radiothérapie. Encore une fois, il faut avoir l'attitude de vos radiothérapeutes sur place pour vous ajuster là-dessus, parce que s'ils vous disent qu'à partir du moment où elle est N+, même pelvien, ils vont faire la barre lombo-aortique, il n'y a pas la place
de faire un curage lambo-aortique. Mais s'ils ont un fonctionnement où ils vous disent ça va dépendre s'il y a une atteinte ganglionnaire ou pas, il y a un changement thérapeutique, à ce moment-là, vous faites le curage lambo-aortique par voie rétropéritonéale, préférentiellement cœlioscopique, sinon transpéritonéale cœlioscopique, sinon pas de la paroconversion, bien entendu, avec comme repère supérieur l'artère mésentérique inférieure, et en vue d'un traitement par radiochimiothérapie concomitante suivi d'une curithérapie. Et on passe ensuite au stade 1B2. Donc pour les 1B2, je vous rappelle, donc 2 à 4 cm, on a établi un seuil qui ressort dans la littérature que vous connaissez très certainement, qui est le seuil des 3 cm, avec, pour les patientes ayant une tumeur 1B2 de moins de 3 cm, la réalisation première d'un ganglion sentinelle complété d'un curage pelvien bilatéral. Pour les patientes N-, on va proposer une colpohystérectomie élargie de type B par laparotomie. On pourra proposer la conservation ovarienne pour les ADK et les carcinomes épidermoïdes. L'option dans ce groupe de patientes, c'est la deuxième situation où vous avez l'option et les deux seules situations dans lesquelles vous avez l'option. Donc Lobna vous a dit les 1B1 N- avec non abarisque. Et là, vous avez les 1B2 de moins de 3 cm N-, où vous pouvez proposer en option une curithérapie première qui sera suivie à ce moment-là d'une hystérectomie simple de type A. Lorsque la patiente est N+, on retombe sur toujours la même situation que dite précédemment. On abandonne la possibilité d'une chirurgie exclusive et on va réaliser un curage lambo-aortique de stadification selon les modalités qu'on vous a précisées. Et la patiente bénéficiera par la suite d'une radiochimio concomitante et d'une curithérapie. Pour les 1B2 de plus de 3 cm, il n'y a plus de place aux options chirurgicales. Les résultats ne sont pas bons en termes de survie et de survie sans récidive. Et il faut proposer d'emblée une radiochimio concomitante et une curithérapie. Et je vous rappelle que dans ces situations-là, nous n'avons pas validé, nous ne recommandons pas la réalisation d'un curage lambo-aortique de stadification. Donc la patiente pourra directement bénéficier d'une radiochimio concomitante et d'une curithérapie. Pour vous clarifier les idées concernant la gestion des cancers du col avancés, lorsqu'on est entre les stades 1B3 et 3B, il n'y a pas d'indication à faire un curage pelvien et il n'y a pas d'indication à faire un curage lambo-aortique. Le traitement, c'est d'emblée une radiochimiothérapie suivie d'une curithérapie. Lorsqu'on est en situation 3C1, que ce soit sur un TEP scanner qui démontre la présence d'une atteinte ganglionnaire pelvienne ou une patiente qui a eu une stadification ganglionnaire pelvienne qui dit qu'il y a une atteinte ganglionnaire pelvienne, dans cette situation, c'est l'indication qu'on a laissée pour le curage lambo-aortique de stadification et on ne fait pas de curage pelvien associé. Et bien entendu, le traitement sera toujours une radiochimiothérapie suivie d'une curithérapie. Pour les stades 3C2 à 4A, on ne fait pas de curage pelvien. La question du curage lambo-aortique de stadification, bien entendu, elle ne va pas s'entendre pour les stades 3C2 où vous savez déjà qu'il y a une atteinte lambo-aortique. Mais dans certains dossiers 4A où vous avez une atteinte vésicale, vous avez une atteinte ganglionnaire pelvienne associée, peut se poser la question, en fonction du fonctionnement de vos radiothérapeutes, de faire un curage lambo-aortique de stadification. Donc on a laissé plus ou moins parce qu'on n'a pas les arguments dans la littérature pour vous dire qu'il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc en fonction des RCP, vous ferez vos attitudes consensuelles dans votre équipe. Et le traitement sera bien entendu une radiochimiothérapie suivie d'une curithérapie. En ce qui concerne la préservation de la fertilité. Donc vous avez compris que le prérequis premier pour ces patientes qui pourraient avoir un désir de préservation de la fertilité, c'est d'abord avoir un type histologique conventionnel, donc on exclut d'emblée les types histologiques rares. Pour ces patientes, donc, on les élimine, donc voilà. Donc quand on est dans cette situation-là, on va pouvoir envisager effectivement un traitement conservateur de la fertilité. Alors pour les 1A1 ou les 1A2, la question ne se pose pas. Vous avez compris que pour ces patientes, le traitement sera la conisation en marge saine. Donc il n'y a pas lieu de se poser d'autres questions. En fait, la vraie question de la préservation de la fertilité va se poser pour l'imagerie 1B1. Donc c'est-à-dire les patientes qui ont une tumeur de moins de 2 cm, pour lesquels le traitement de conservateur de la fertilité pourra être proposé.
Lorsqu'on est au-dessus du stade 1B1, il n'y a pas lieu de proposer un traitement préservant la fertilité. Donc dès qu'on est au 1B2, la réponse sera non. Donc là, la prise en charge, préservation de la fertilité ne sera pas recommandée. Et vous oubliez pour ces patientes la possibilité d'une chimiothérapie néoadjuvante. Vous avez compris là-dessus, les résultats ne permettent pas sont pas du tout bons, avec des survies qui sont bien moins bonnes dans le groupe chimiothérapie néoadjuvante. Donc lorsqu'on a ces patientes qui finalement relèvent d'un traitement conservateur de la fertilité, eh bien l'étape première, ça va être la conisation de stadification initiale qui sera réalisée dans le même temps que le prélèvement ganglionnaire, donc avec un ganglion sentinelle pelvien permettant une ultrastadification et un curage pelvien bilatéral qui va être réalisé. La patiente est N+, évidemment, la question ne se pose plus. Le projet est abandonné puisque la patiente va relever d'un traitement par radiochimio concomitante. Et là, la question d'un curage lombo-aortique va se poser. Et d'une radiochimio, bien évidemment. En fait, donc, le traitement préservateur de la fertilité va pouvoir se poser pour les patientes donc 1B1 ayant une conisation avec une absence d'atteinte ganglionnaire. Alors, ce qui est important, c'est de vous rappeler que, Claire vous l'a bien dit tout à l'heure, quand vous faites une conisation, vous aurez parfois la mauvaise surprise d'avoir une taille tumorale qui a été sous-évaluée par l'imagerie. Et donc, dans certains cas, vous allez rebasculer en stade 1B2. Donc, dans ces cas-là, vous oubliez évidemment le traitement préservateur de la fertilité. Mais quand la conisation vous retrouve bien la confirmation d'un 1B1 et que la patiente est N-, c'est là que vous allez pouvoir discuter de la préservation de la fertilité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais je pense qu'il est important de poser la discussion avec la patiente à ce moment-là, parce qu'on a tous les éléments en main pour pouvoir discuter de ça avec elle. Il est important de rappeler que finalement, chez ces patientes qui ont un traitement conservateur de la fertilité, c'est la moitié seulement qui vont essayer d'avoir une grossesse. Donc il y a probablement un problème de sélection de ces patientes et d'information. Alors j'ai pas dit que c'était facile, mais je pense que l'information, elle est importante d'être donnée à ce moment-là. Si la patiente est à bas risque, c'est-à-dire pas d'embole et une invasion de moins de 10 mm, on pourra proposer le standard qui est une trachélectomie élargie par abord vaginal. L'option de la trachélectomie simple pourra être discutée au cas par cas. Pour les patientes non à bas risque, c'est-à-dire la présence d'embole et ou une invasion stromale de plus de 10 mm, eh bien, la trachélectomie élargie reste le standard. Merci beaucoup. On va demander à tous les experts de la deuxième session de venir sur le podium et puis on va écouter les questions. Alors, il nous reste 10 minutes pour les questions. On a un peu moins de temps que lors de la première session, mais n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle, il faut vous déplacer au micro si vous avez des questions. Donc, vous avez 2 micros. Il y en a un ici et un ici. Sinon, il y a quelqu'un qui va me poser une question. Bonjour, je vous remercie pour cette session très enrichissante. En fait, il y a une question que je n'avais pas très bien saisie sur col restant. La dame avait bien dit que sur col restant, on ne fait pas de trachélectomie. On ne fait pas de trachélectomie sur... Et moi, ma question, c'est, quelle que soit la taille de la lésion, même dans les stades précoces, on ne fait pas de conisation, rien? C'est-à-dire pour le contrôle local de la maladie? Non, c'est exactement le même rationnel que pour le cancer du col sur utérus intact. Enfin, le diagnostic aurait probablement été généré par une conisation, mais si effectivement la patiente bénéficie derrière d'une radiochimiothérapie et curithérapie concomitante, on ne fera pas de chirurgie de rattrapage. S'il n'y a pas de reliquat que ce n'est pas les stades précoces? Non. Non, c'était pas de trachélectomie quand elles ont eu une radiochimio concomitante. C'était radiochimio concomitante. C'est post-radiochimio concomitante dans le même sens, dans le sens chirurgie de clôture en fait. C'est pour ça qu'on disait pas de trachélectomie. C'est dans le sens de la chirurgie de clôture. Oui. Non, oui. Pour que ce soit bien clair. En fait, c'était l'indication de chirurgie après radiochimio et curithérapie. Non.
Vous avez dit sur col restant. Donc, cancer sur col restant, vous faites une radiochimio concomitante et une curithérapie, comme dans n'importe quel autre cas, lorsqu'il y a une indication, vous ne faites pas de trachélectomie de clôture. En fait, c'est ça le terme, on ne fait pas de trachélectomie de clôture. Vous pouvez faire une trachélectomie dans les petits cols en indication chirurgicale comme tous les autres arbres. En fait, ce n'était pas pour les stades précoces la question posée dans les recommandations. Pardon, je n'ai pas compris. Ce n'était pas pour les stades précoces. D'accord. Pierre ? Encore bravo pour vos présentations et puis CRPC. J'ai une question plutôt à vous, Xavier et Lobna, sur la présentation de synthèse, parce que bon, on discute entre nous, on tique et vraiment la démarche de repasser à la laparotomie forcément pose problème pour beaucoup d'entre nous. Je comprends bien le rationnel de proposer une laparotomie pour les hystérectomies élargies au vu de la LAC. Là-dessus, je pense que la littérature est tellement solide que je comprends que vous ayez recommandé ça. Mais je comprends un peu moins le rationnel de la laparotomie pour une hystérectomie simple extrafaciale. Est-ce que, à l'analyse de cette étude, on peut également avoir, avec des niveaux relativement solides, même pour une hystérectomie simple, non élargie, recommander également cette voie d'abord? Parce qu'on discutait effectivement pour un 1-1 sans embol. Si on suit les recommandations, on est dans la recommandation de faire une laparo dans ce contexte, pour une hystérectomie simple. Je ne sais pas si je suis clair. À partir des 1B1, on est d'accord. Hein. On est d'accord là-dessus, oui. Oui. Effectivement, la littérature actuelle, et on ne se base pas uniquement sur les CELAC, hein, c'est que depuis, il y a eu plusieurs revues de la littérature et plusieurs méta-analyses qui, elles, dont certaines incluaient jusqu'à 20 000 patientes. Effectivement, la comparaison, elle se faisait stricto sensu sur les voies d'abord, en mélangeant essentiellement des hystérectomies élargies associées de temps en temps à des hystérectomies non élargies. Au stricto sensu, malheureusement, le standard sur la littérature actuelle, c'est de faire la laparotomie. On a été très, très, très prudent avant d'émettre cette recommandation, parce que comme tu t'en doutes, il y en a beaucoup qui ont sorti, on va dire, les slides qui ont été extraites de l'essai LAC, et qui ont été présentés a posteriori, même si ce n'était pas l'objectif de Ramirez, en disant « Oui, mais si on fait une conisation insano, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de tumeur en place, est-ce que ça ne permettrait pas plutôt de faire une voie célioscopique ?» On a été extrêmement prudent, et aussi prudent qu'à la présentation de nos collègues à l'ESGO, c'est-à-dire qu'on n'a aucun argument, à part des extractions de données d'un essai qui n'était pas designé à répondre à cette question, pour dire qu'on est protégé pour faire une voie mini-invasive quelle qu'elle soit, même si on sait qu'il y a des études rétrospectives qui ont démontré que des mesures protectrices telles que ne pas mettre de manipulateur ou fermer la collerette vaginale pouvaient éventuellement mettre la survie au même niveau que la voie laparotomique. Malheureusement, la littérature actuelle, et notamment la dernière méta-analyse de 2021, elle met la laparotomie en position de standard, y compris pour les tumeurs inférieures à 2 cm. Ok, merci. C'est une question fondamentale, hein. Donc on retient la laparotomie pour les 1B1. Donc à partir du 1B1, à partir du moment où vous faites un traitement chirurgical exclusif, l'homme l'a bien dit, on ne peut pas recommander quoi que ce soit pour les micro-invasifs, on ne peut pas recommander quoi que ce soit en post-curithérapie, encore moins, puisque là on n'a pas de données, et non plus pour les chirurgies de rattrapage. Et il y a aussi, on peut peut-être rajouter aussi qu'on n'a pas de data sur les voies vaginales, qui reste quand même une solution qui est envisageable. Mais la tendance actuelle, effectivement, même si on n'a pas de données qui concernent la curithérapie ou qui concernent les chirurgies post-radiochimiothérapie, on incite à l'extrême prudence sur des tumeurs où il y a des résidus qui sont importants. De toute façon, chirurgie post-rattrapage, il y a du résidu, ça veut dire qu'il y a de la tumeur, et ça veut dire que a priori, sur le plan international, on réfléchit comme une tumeur initiale. Il n'y a pas de raison que dans cette situation, la voie d'abord soit différente, même si nous n'avons pas les données, je ne suis pas sûre qu'on puisse les avoir. C'est ça la limite majeure de la réflexion. Ensuite, l'OMNA a bien donné les précautions aussi pour pas de manipulateur et le manchon de protection. En fait, ça ne s'est pas du tout validé. Il y a une autre situation où on serait tenté de dire je fais une conisation, donc j'enlève la tumeur et après je fais une cellio. Là aussi, ce n'est pas validé non plus, hein. Donc grande prudence. C'est presque un message indispensable parce qu'effectivement,
On voit la réflexion à l'envers depuis que les gens sont rentrés de l'ESGO et qu'ils ont vu les slides extraites du contexte du diaporama de Ramirez. Il y en a plein qui poussent à faire des conisations insano en se disant bah, comme ça je peux faire une voie célioscopique. Donc il faut faire très 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 attention à ne pas utiliser les messages qui sont donnés, de les extraire de leur contexte pour faire des choses qui ne sont pas validées. Bonjour, alors moi j'ai une question, je ne suis pas du tout chirurgienne, donc c'est plus pour le suivi. Parce que j'étais au congrès de la Société française de colposcopie où ils conseillaient de continuer les tests HPV quand la patiente avait eu un antécédent de lésion précancéreuse du col, même si quand il y avait hystérectomie. Et là, je vois que pour les cancers, ce n'est pas recommandé. Et la place aussi donc, de la colposcopie et de la colposcopie du vagin aussi, suite à l'hystérectomie. Je ne sais pas si vous pouvez éclairer Pour les patients qui ont eu un traitement conservateur, finalement, on se retrouve à peu près à faire la même chose que pour les recommandations 2019, c'est-à-dire test HPV. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il faut faire le test HPV et la cytologie, ou test HPV ou cytologie. Ne pouvant pas départager les deux, je pense qu'on peut envisager le co-testing, hein, c'est-à-dire test HPV plus cytologie, ce qui va un peu démarquer par rapport à la prise en charge du suivi des lésions de haut grade à préconisation. Après, pour l'hystérectomie, effectivement, il est recommandé de réaliser un test HPV après hystérectomie lorsque l'on l'a réalisé pour un CIN3, et effectivement, on n'aurait pas les données pour le montrer. Donc du coup, dans ces conditions-là, on a mis une recommandation négative. Mais ça vient du fait qu'aussi, ce ne sont plus les mêmes patientes. Une patiente qui va récidiver après une hystérectomie sur un B, elle va faire une récidive symptomatique, avec une localisation qui va être soit pelvienne, soit extra-pelvienne. Et elle va se manifester par des signes cliniques, contrairement à votre patiente qui a eu une hystérectomie pour une lésion de haut grade et qui va récidiver de façon asymptomatique. Et c'est pour ça qu'il y a une nuance. Merci, on va encore prendre 2 questions. Allez-y. C'est bon, s'il vous plaît. En ce qui concerne toutes les interventions conservatrices, en ce qui concerne la préservation de la fertilité, quel est votre point de vue en ce qui concerne l'influence du grade histologique de la tumeur? Préservation de la fertilité, type histologique de la tumeur. Alors, sur le problème, c'est que le grade n'était pas tout le temps précisé dans les études qu'on avait pour la préservation de la fertilité. Donc, finalement, je ne vais pas forcément pouvoir répondre à la question sur le grade. Voilà. On n'a pas les données suffisantes dans la littérature. Je crois que le grade avancé sont contre-indiqués pour la thérapie conservatrice. Alors, en tout cas, on n'a pas pris en compte le grade ici. Ce n'était pas un facteur pronostic qui ressortait dans la préservation de la fertilité, uniquement le stade, tel qu'ils ont été présentés, donc 1A1, 1A2 et 1B1, qui permettent une préservation de la fertilité selon les modalités qui ont été données, et ce, quel que soit le grade, que ce soit de grade 1, 2 ou 3. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. On va prendre une dernière question, peut-être avant-dernière. Une question de niche, excusez-moi, Gauthier Rata, CHU de Montpellier. Sur les trachélectomies des petits stades, vous préconisez donc de ne pas réaliser d'hystérectomie après les projets de grossesse aboutis. Tout type histologique, c'est-à-dire sur les petits adénocas avec adénocas in situ, vous restez sur la même attitude? Alors là, on était uniquement dans le cadre de la préservation de la fertilité, c'est-à-dire des patientes qui ont eu une trachélectomie pour des cancers du col invasifs. Je pense qu'à mon avis, le souci qui va se poser, c'est les recommandations de l'INCA 2019 qui disent qu'en cas de conisation pour un carcinome in situ, enfin un adénocarcinome in situ, on peut proposer une hystérectomie derrière. Là, ici, on est dans le cas des cancers invasifs. On n'a pas de données prospectives qui permettaient de conclure, mais néanmoins, il y a quand même des données rétrospectives qui comparent trachélectomie élargie en général versus hystérectomie élargie, et on voit qu'en fait, la survie est exactement la même dans les deux groupes. Donc c'est pour ça qu'il a été recommandé finalement de ne pas faire d'hystérectomie de clôture compte tenu de la morbidité du geste chirurgical derrière.
Merci. Allez, une dernière question. Bonjour. Est-ce qu'on a une idée sur la taille de la marge saine quand on parle d'organisation de marge saine pour les stades débutants ou pas? De la taille de la marge saine, la définition. François, allez François. Alors sur la taille des marges, donc les études elles sont complètement hétérogènes. On est alors soit sur des études qui nous disent marge saine. Alors quand on dit marge saine, c'est bien évidemment marge saine sur l'invasif et voire sur la dysplasie de haut grade. Pour la dysplasie de bas grade, il n'est pas considéré des marges. Après, il y a des études qui vont donner des marges qui vont varier de 2 à 5 mm. Donc il n'était pas possible ici, vu le nombre de données, de pouvoir dire finalement est-ce qu'il fallait une marge saine à 2 mm, une marge saine à 5 mm. Voilà, comme dans tout le problème finalement des marges en cancérologie où on ne sait pas forcément donner un cut-off, mais ici c'est vraiment la conisation en marge saine, tout simplement. Merci beaucoup. On va donc conclure cette session. Je voulais juste rajouter un truc, si tu permets. Pour la surveillance, un point très important, ne faites pas de test HPV ou de cytologie après la radiothérapie. Ça, c'est vraiment un truc important, c'est vraiment inadapté et vraiment un message important à retenir aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée.